Un long chemin à parcourir. Tome 4. Soussou chez le médecin et Soussou à l'école. Écrit par Soraya Ahmeg. Lu par Soraya Ahmeg. Préambule. Il existe au centre de la Terre une peuplade d'êtres vivants. Une peuplade d'êtres d'une intelligence avancée, vivant en paix et dans l'abondance depuis des millénaires. Un jour, à la surface de la Terre, un homme au grand cœur, Conpanem, découvrit un trou causé par un tremblement de terre. Il eut la grande curiosité de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce trou. Après des jours et des jours passés à descendre et descendre dans le noir absolu, une lumière l'éblouit, une lumière qu'il n'avait encore jamais vue, quelque peu effrayante. Il s'en évanouit. En se réveillant, il se retrouva dans un monde qu'il ne connaissait pas. Un monde peuplé d'êtres sublimes, l'inondant de bonté et d'amour. Il croyait rêver. Un être sublime de cette peuplade, prénommé Châle, fut conquise par cet homme. De leur union est né Soussou. Un jour, Soussou fut redéployé parmi les êtres de la surface de la terre. Animée par la curiosité de son géniteur et le courage de sa génitrice, elle avance au gré de diverses aventures afin de comprendre ce monde-là et le chemin à parcourir aux habitants de la terre pour devenir la peuplade d'intelligence et de paix qu'ils incarnent. Soussou chez le médecin. Waouh! Quelle sensation de fraîcheur! Le vent glacial me gifle et me berce le visage. Des larmes sortent de mes yeux et se transforment instantanément en mini-glaçons. Mes cheveux vers l'arrière restent droits et n'arrivent plus à retomber. Mes narines contractées n'ont pas le temps d'inspirer l'air frais tellement que la vitesse est importante. Mon souffle est coupé. Je suis sur une luge en pleine descente. Personne aux alentours, sauf quelques troncs d'arbres que j'évite de justesse, au risque de m'y écraser et me transformer en crêpe gelée. Wouhou! J'avais l'impression d'aller plus vite que le son, de percer le mur du vent et de transformer mon nez en glaçon strident. Enfin arrêté. Je reprends la luge qui m'a permis de parcourir à toute allure des centaines et des centaines de mètres enneigés. Je rejoins tranquillement la cabane en bois qui se trouve à quelques pas de là. J'y déposerai la luge, me changerai de tenue, puis rejoindrai le bord de la route. Je boite. En repartant donc de là, je croise quelques troncs d'arbres morts entassés à terre. Ce doit être un très bon abri pour des hérissons qui hivernent. Sur ce chemin qui se situe en contrebas, je croise aussi des personnes. Des personnes qui toussent. Des personnes qui se mouchent dans des mouchoirs en papier qu'ils jetteront par la suite dans une poubelle déjà remplie de mouchoirs en papier usagés. Des personnes qui toussent et se mouchent en même temps. Des personnes qui éternuent une, deux et même 3 fois d'affilée. Il y en a même aux yeux larmoyants et au nez rouge qui éternuent, puis se mouchent. Montagne de mes rêves, abreuve-nous de la force qui t'a fait naître, qui nourrit ton être, afin de nous préserver des maux créés, des maux propagés et si mal atténués. Je m'en vais retrouver un endroit où me restaurer d'un bon plat chaud afin d'apaiser mon corps de la température très basse qui rôde autour de nous. J'aperçois une dame âgée aux cheveux grisonnants. Elle tient d'une main tremblante une canne usée sur laquelle elle s'appuie tout en faisant de petits pas hésitants. J'ai l'impression qu'elle risque de perdre pied à tout moment. De l'autre main,
Elle serre un petit sac marron contre sa poitrine. Elle avance sur un trottoir, là où les personnes marchent à pied, parfois à vélo ou sur d'autres objets roulants. Il peut même y avoir des chiens qui marchent sur ces trottoirs. Des chiens de toute race et de toute taille. La dame aux cheveux grisonnants se retourne péniblement vers sa droite. Elle veut accéder au trottoir se trouvant en face. Ces deux trottoirs sont séparés par une route sur laquelle roulent divers objets métalliques et roulants. Pour accéder à l'autre trottoir, la dame âgée passe par la route sur des petites bandes blanches rectangulaires peintes sur le sol. En s'apprêtant à traverser ce passage pour piétons, un petit objet tombe de son petit sac. Elle en est toute retournée. Au moment où elle se met très péniblement à courber le dos et plier ses jambes tremblantes pour ramasser l'objet tombé, son corps bascule sur le côté droit comme une pomme pourrie tombée de l'arbre. En un éclair, un bras la redresse d'une douce fermeté, l'empêchant ainsi de basculer et se retrouver tête au sol et os fracturés. C'était mon bras. « Vous l'avez échappé belle, madame ?» lui dis-je. Toute déboussolée, elle peine à lever la tête vers moi. Je ramasse l'objet à terre. C'était une montre. Je la lui tends. « Tenez, madame, vous avez fait tomber votre montre, » lui dis-je en tendant l'objet vers elle. Elle me regarde. Ses yeux sont de couleur gris-vert. Elle sourit. Au moment où je m'apprête à m'en aller, elle me prend la main, me la serre fort et d'une voix tremblotante me dit « Dites, jeune fille, vous êtes si aimable. Voudriez-vous m'accompagner chez mon docteur qui se trouve à l'autre bout de la rue, je vous prie? Je ne vois plus très clair et mes jambes me font défaut. S'il vous plaît. » « Bien sûr, madame, » lui répondis-je. Elle sourit puis s'accroche à mon bras, toujours en tremblant. Je boite. Des toux grasses, des toux sèches, des yeux larmoyants, des nez qui coulent, des yeux mi-clos. Nous sommes dans une salle d'attente, dans une salle où l'on attend notre tour. J'ai accompagné la dame aux cheveux gris jusque-là. Elle me serre fort la main. Je crois qu'elle ne veut pas que je parte. Je ne sais plus si j'ai bien pris tous mes médicaments ce matin. Je crois bien que je commence à perdre la tête, me dit-elle en se grattant le front. Vous ne perdez pas du tout la tête. Elle est très bien accrochée au reste de votre corps, ne vous inquiétez pas. Elle continue à se gratter la tête. Je crois qu'elle est intriguée. Je lui demande « Mais vous êtes malade pour prendre des médicaments ?» Oh, vous savez, avec l'âge, rien ne va plus. Je dois en prendre pour mon diabète, mon arthrose, mon hypertension, mes troubles de la vue, de la mémoire et pour mes insomnies. J'ai 7 cachets à prendre le matin, 2 le midi et 6 le soir. Toujours au milieu des repas, m'a dit le docteur. Tous les jours ? Demandai-je. Bien sûr, tous les jours, me répondit-elle. Et tout cela, pendant combien de temps ? Je ne sais pas trop. Mais est-ce que ces médicaments vous aident au moins ? Quand saurez-vous que vous serez guéri ? Je ne sais pas trop. Peut-être jamais. Faut bien mourir de quelque chose. De plus, vous savez, jeune fille, il y en a un qui me donne des maux de tête terribles. Alors je dois en prendre un autre qui soulage ces maux de tête. Mais le souci, c'est que celui qui soulage ces maux me donne des aigreurs d'estomac. Donc je dois prendre un antihistaminique.
Mais celui-ci m'empêche de dormir. Alors, la dame continue à parler, mais je ne l'entends plus. Elle serre toujours sa main aussi fort, tout en tremblant. Des médicaments qui ne guérissent pas et qui en plus nous donnent d'autres maux qu'il faut encore soulager avec d'autres médicaments? Je la coupe. Madame, je ne comprends pas. Qu'en dit votre médecin? Oh, vous savez, il est gentil, mon médecin. Il m'écoute de temps en temps, mais il est souvent pressé. Dites, j'aimerais me soulager. Seriez-vous assez aimable pour m'accompagner au WC? Bien sûr, madame. Elle s'accroche à mon bras de sa main tremblante, puis nous nous dirigeons vers les toilettes. Je boite. En l'attendant derrière la porte, j'entends des bruits de voix. À côté de la porte des toilettes se trouve une porte légèrement ouverte. Je crois que c'est celle où se déroulent les consultations chez le médecin. Là où le médecin écoute la personne qui vient le voir, puis écrit sur une feuille une liste de choses que la personne devra suivre pour régler la situation qui le dérange. Le médecin doit être en ce moment avec un patient. C'est une personne qui patiente jusqu'à ce que sa situation s'améliore. Docteur Corumpus, qu'est-ce que vous êtes drôle! S'exclame une voix. Un peu de sérieux. Voici tous les résultats de nos recherches faites par des experts en expertise qui prouvent que nos produits sont les meilleurs du monde. Ah oui? Répond une voix grave. Mais bien sûr, nos médicaments rentrent dans les corps des personnes qui l'avalent, s'explosent en plein de petits morceaux qui attaquent la maladie, puis elle disparaît. Ah? Et tout cela, poursuit la voix, et tout cela sans aucun effet secondaire. C'est très intéressant, Madame Beffard. Oui, surtout très intéressant pour vous, car voici tous les présents que nous vous offrons afin de vous remercier pour votre future collaboration. Je vous ferai parvenir également d'autres cadeaux pour votre famille. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Aussi, plus vous prescrivez nos produits, plus vous aurez de cadeaux pour vous encourager dans cette voie. Très bien, cela me ravit. Vous ne le regretterez pas, docteur. Veuillez juste signer à cet endroit-là afin de marquer le début d'une longue, très longue histoire. Étrange, très étrange. Mon instinct me dit que ce que j'entends là n'est pas normal. Une dame vient proposer à un docteur de proposer à ses patients des médicaments que des entreprises fabriquent. De plus, elle lui offre des cadeaux pour le remercier. Je ne comprends pas. D'où viennent ces médicaments? Qui les fabrique? Si ces médicaments sont vraiment efficaces pour soigner des malades, alors pourquoi remercier un docteur de les proposer, puisque c'est tout naturel pour un médecin d'aider des gens à se soulager? C'est comme si le docteur était content qu'on lui offre plein de cadeaux et qu'il proposera tout le temps ces médicaments car il sait qu'il en aura encore plus de ces cadeaux. Je ne comprends pas. Et puis si ça se trouve, ce n'est pas vrai. S'il existait des médicaments qui soignaient toutes les maladies, pourquoi ne pas le faire savoir à tout le monde, puis les donner directement à tous ceux qui en ont besoin? Tous les médecins du monde devraient être au courant pour les distribuer à tous les patients qui viendraient les voir afin qu'ils ne patientent plus et qu'ils guérissent tous, sans offrir de cadeaux. N'y aurait-il plus de malades? Des malades de quelle maladie? Plus de maladies? Plus de personnes qui fabriqueraient de médicaments? Plus de cadeaux pour les médecins? Plus besoin d'argent pour retrouver une bonne santé? Un rêve? Peut-être pas pour tout le monde.
Voilà que la dame aux cheveux gris sort des WC en même temps que la dame qui se trouvait dans le cabinet du docteur. Nous rejoignons la salle d'attente pendant que la dame aux médicaments miraculeux ouvre la bouche pour laisser paraître toutes ses dents. Elle porte un cartable noir d'une main et serre de la main droite celle du docteur. « À très bientôt, docteur, et vous ne regretterez pas notre collaboration, croyez-moi. » Elle se dirige bruyamment vers la sortie, toujours en montrant ses dents. « Madame Somnambule, c'est à vous. » C'est le docteur Corrompus qui vient d'appeler la dame que j'accompagne. Je l'aide à se diriger vers le docteur. « Vous êtes bien aimable, vous ressemblez à ma fille, » me dit-elle. « S'il vous plaît, attendez-moi ici jusqu'à ce que je finisse avec mon docteur. » « D'accord, madame. Allez-y, je vous attends dans la salle d'attente. » Au bout de quelques petites minutes d'attente, voilà que la dame aux cheveux grisonnants me rejoint, toujours aussi tremblante sur sa canne. « Le docteur m'a prescrit un nouveau médicament, » me dit-elle. « Il dit que c'est un tout nouveau médicament qui me guérira de tous mes maux. Un médicament du laboratoire Beffar. » Le laboratoire Beffar? Tiens donc, mais ça me dit quelque chose ce nom. Mais oui, bien sûr, c'est le nom de la dame qui voulait offrir des cadeaux au médecin tout à l'heure. Et le médecin vient de prescrire à cette dame aux cheveux grisonnants les médicaments que l'on vient de lui recommander. Pauvre dame. Elle était toute contente, même en tremblotant. Je souhaite comment ça fonctionne pour elle. La dame aux cheveux grisonnants me rend mon bras et je repars récupérer la luge que j'avais laissée dans la cabane. Je boite. Je repense au médecin, à la salle d'attente, à Madame Beffar, aux personnes qui toussent, éternuent et se mouchent, à la dame aux cheveux grisonnants avec plein de médicaments. Il y a des objets partout, des objets qui font des choses à notre place. Les inventeurs de ces objets ont dû être sacrément intelligents pour inventer tout cela et permettre aux humains qui y ont accès de se reposer et de créer autre chose dans leur vie que du travail. Il y a tout ce dont on a besoin, et même des choses dont on n'a pas besoin. Avec tout ce qui a été inventé, créé, compris, pourquoi y a-t-il autant de gens malades? Pourquoi n'a-t-on pas tout fait pour que les personnes évitent de tomber malades? Pourquoi avoir inventé plein de médicaments, plein d'endroits où les fabriquer, plein d'endroits où les vendre? Sont-ils utiles? Efficaces? Pourquoi n'a-t-on pas inventé plein d'endroits où l'on peut apprendre à tout faire pour ne pas tomber malade? Ou même guérir tout seul? Le médecin est-il bien sûr que les médicaments qu'il prescrit sont bons pour ses patients qui patientent? Et si plein de laboratoires lui disent que leurs médicaments sont les meilleurs, comment va-t-il les choisir? Est-ce en fonction des cadeaux qu'il aura? Est-ce en fonction des experts en expertise? Qui décide vraiment de tout cela? Les médecins? Les fabricants de médicaments? D'autres personnes que l'on ne connaît pas? Je suis bientôt arrivée à la cabane où la luge est rangée. J'ai hâte de me laisser glisser sur cette neige aussi blanche que la neige. Sentir le vent sur mon visage, lever les bras et me laisser emporter par la vitesse. Je boite. À quelques mètres de la cabane, un groupe de personnes marche dans ma direction. Ce sont des personnes asiatiques car leurs yeux sont bridés et leurs cheveux raides, épais et très noirs. Ce doit être une famille, une grande famille. L'une des personnes s'avance vers moi. C'est une femme très souriante. Elle baisse légèrement le torse et la tête, puis me dit « Konnichiwa !» Je suppose que cela signifie bonjour, alors je lui réponds « Bonjour !» Elle poursuit
Nous sommes venus de Toyoyaishi pour quelques semaines. Bienvenue à vous, lui répondis-je. Arigato gozaimasu. Je suis venue avec toute ma famille, mes 3 enfants, mon mari, mes 2 frères et leurs femmes, mes parents et ceux de mon mari également. Je suis la seule qui parle français, mais je suis embêtée. Mon frère aimerait participer à une sortie sportive la semaine prochaine, mais on lui demande un certificat médical. J'ai vécu en France un temps il y a quelques années, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un certificat médical. Est-ce que vous pourrez me renseigner, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, vous allez voir un médecin qui vous ausculte, puis il vous fera des tests physiques et vous posera des questions. Donc après, lorsque tout sera bon, il peut écrire sur un document que vous êtes apte à la pratique d'une activité physique, par exemple. Ah oui? Et cela prend combien de jours? Demande la dame. Oh, quelques minutes, je pense. Ah, merci! On en a besoin pour demain. Connaissez-vous un médecin pas très loin d'ici? Continue la dame. J'en connais un, mais je ne sais pas s'il vous conviendra. Il s'appelle Docteur Corrompus. Oui, peu importe le médecin. Il a juste besoin de ce papier rapidement, me dit-elle. Après avoir expliqué l'endroit où se trouve le médecin, je retourne plonger dans l'air frais ambiant, écharpe au cou et doigts gantés en boitant. Autour de moi, du blanc. Rien que du blanc. Paysage éblouissant de clarté fracassante. Montagne blanche où se mêlent et s'entremêlent pureté écarlate et symbiose éclectique. N'est-on pas là en présence d'une force sempiternelle, laissant transparaître une fragilité de chaque instant? Montagne de mes rêves, abreuve-nous de la force qui t'a fait naître et qui nourrit ton être, afin que nous longions notre chemin, serein et plein d'entrain, loin des compensations éphémères. Des éclats de rire résonnent. C'est la famille que j'avais vue tout à l'heure. Décidément, nous ne cessons de nous rencontrer en cette journée glaciale. Ils avancent tous avec des sortes de raquettes aux pieds et des bâtons qu'ils enfoncent au sol à chacun de leurs pas. La dame qui m'avait parlé tout à l'heure est toujours aussi souriante. Ils le sont tous d'ailleurs. Les enfants suivent les grands et crient de joie. Des rayons de force et de joie de vivre. La dame qui m'avait parlé tout à l'heure m'aperçoit. Nous avons trouvé le médecin. Tout s'est bien passé. Merci de nous avoir orientés vers lui, me dit-elle. Ça lui a fait vraiment tout drôle, car mon frère ne va pratiquement jamais chez le médecin. D'ailleurs, aucun de nous ne va chez le médecin. Ah bon? Lui répondis-je. Eh bien oui, nous n'avons pas besoin d'y aller. Et lorsque vous êtes malade, vous êtes obligé d'aller le voir pour qu'il vous prescrive des médicaments pour vous soigner, non? Nous ne sommes que très rarement malades, vous savez. C'est uniquement lorsque l'on s'éloigne de certaines règles que nous nous fragilisons. Et la seule issue est que notre corps nous alerte pour que l'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bon? Et de quelles règles vous parlez? Tout le monde les connaît? Demandai-je. Ah, excusez-moi, nous allons nous poser avec ma famille pour déjeuner. Ils m'attendent et commencent à s'impatienter. Voudriez-vous vous joindre à nous? Avec grand plaisir, lui répondis-je. Attendez quand même, je vais d'abord prévenir et rassurer mes parents, car ils sont assez réservés. En plus, ils ne parlent pas français. Au bout de quelques minutes, la dame revient, toujours aussi souriante. Soyez la bienvenue, dit-elle en riant. Je me joins à eux. Je boite. Ils se trouvent sur une longue table en bois avec des bancs également en bois.
La table est somptueusement bien garnie de différents mets, aussi savoureux et colorés les uns les autres. À les regarder de plus près, l'on peut voir différents bols et petites assiettes dans lesquelles sont disposés, en petite quantité, de multitudes de plats, de légumes, différentes céréales, algues et poissons. Chacun dispose d'une petite assiette dans laquelle il entrepose une petite quantité de chacun des différents plats. Tout ceci à l'aide de petites brochettes qu'ils manipulent tous avec dextérité. « Voici une assiette, servez-vous !» Waouh! Mes papilles s'excitent et mes sens s'émoustillent. Je découvre des aliments et surtout des saveurs que je n'ai jamais connues auparavant. Un régal exquis, incroyable. Mes parents, grands-parents et les enfants sont ravis que vous soyez parmi nous. Nous aimons partager notre mode de vie et tenons vraiment à le préserver. Je suis aussi ravie que vous, m'exclamai-je. Vous savez, poursuit-elle, certaines lois sont immuables. Ce sont les lois de la vie. Si nous ne les respectons pas, nous périssons. Nous apprenons très jeunes à nos enfants les bienfaits d'une nourriture saine et savoureuse. Nous les éduquons dans le respect, la connaissance de notre corps et aussi dans la rigueur. Rien n'est jamais acquis. Nous devons préserver la vie. Si nous donnons sans cesse une mauvaise nourriture à notre corps, il s'en plaindra. Si nous donnons sans cesse une mauvaise nourriture à notre esprit, il l'exprimera. Si nous ne respectons pas ce que nous sommes vraiment, notre corps nous le rendra et notre esprit s'embrouillera à tout jamais. Mais comment connaissez-vous ces lois ? Où sont-elles écrites ? Mais elles sont écrites nulle part, voyons. Après avoir ri la bouche ouverte et les yeux plissés pendant quelques secondes, elle échange quelques mots avec un des membres de sa famille qui rit également. Tout le monde rit maintenant. Il rit de bon cœur. Je ne comprends rien et j'aimerais bien savoir ce qu'ils se disent afin de partager leur rire. Ma grand-mère se demande pourquoi vous me posez cette question. En 97 ans de vie, c'est la première fois qu'elle entend cela. 97 ans ? Oui, 97 ans et toutes ses dents, me dit-elle. Elle va tous les matins faire ses exercices, puis son marché, et aime beaucoup rire. Je regarde la grand-mère. Elle est belle et pétillante. Son visage respire le bonheur et la joie. Elle a toutes ses dents en bouche et tous ses cheveux en tête. Elle rit. Elle rit et ses yeux se plissent. Nous prenons soin les uns des autres et nous transmettons notre savoir de génération en génération. Tout est question d'équilibre. Il suffit d'écouter. Écouter ses intuitions, faire preuve de bon sens et apprendre. Apprendre et découvrir notre vraie nature. Nous ne sommes que mouvement et énergie dans des corps physiques. Alors si nous ne respectons pas ces corps, les énergies qui y circulent se bloquent. Et c'est là où l'on se trouve avec des déséquilibres. Si tel est le cas, nous ne pouvons pas nous élever. Mon père m'a toujours dit qu'il est bon de respecter notre corps physique afin que notre âme ait le désir d'y demeurer. Elle prend d'un coup un air sérieux et poursuit au milieu de rire et de joie, les yeux plissés. Je comprends que certaines forces extérieures ne soient pas propices à notre écoute et notre élévation. Mais il suffit de prêter l'oreille. Tout est en nous. L'équilibre des forces est la clé. Chaque mal a une cause profonde. C'est en allant à la source que nous y remédions et non pas en se focalisant sur les symptômes de ce mal.
Il est toujours l'expression, la conséquence d'un déséquilibre. L'équilibre des forces est la clé. Je suis songeuse. Pourquoi certaines personnes sont si malades alors? Ce que dit la dame semble si simple et coulé de source. Qu'est-ce qui fait que certains ont la clé et d'autres ne l'ont pas? Que certains aient conscience et d'autres pas? Tout d'un coup, tout le monde s'active pour ranger et débarrasser ses savoureux mets. Chacun semble savoir ce qu'il y a à faire et en l'espace de quelques secondes, les têtes souriantes et joviales s'apprêtent à se déplacer. Nous allons essayer de cueillir quelques plantes pour finir l'hiver, me dit-elle. Des plantes pour finir l'hiver? Oui, il y a dans cette zone des plantes fortifiantes que l'on utilise tout l'hiver pour fortifier notre système immunitaire et prévenir les agressions potentielles. Très bien. Je les remercie du fond du cœur de m'avoir convié à leur repas furtif et si savoureux, puis leur fais signe de la tête pour les quitter. Sayonara! Je regagne la montée, pour ensuite redescendre, puis remonter et redescendre, remonter, redescendre, et tenir en équilibre, sur la luge. En équilibre, l'équilibre des forces. Je ne boite plus. Soussou à l'école. Mettez-vous en rang et deux par deux. J'ai dit deux par deux. Et toi, pourquoi tu es tout seul? Tu n'écoutes rien ou quoi? Non, ne monte pas sur la planche. On sort de là. Dépêche-toi. Où sont tes lunettes? Non, ce n'est pas par là. Une dame hurle et des enfants gigotent. Ils se retrouvent dans une sorte de cour en béton. Il y a 3 arbres et un toboggan. Il y a un bâtiment gris en béton avec 3 entrées différentes. Le tout est entouré d'un grillage dur et assez haut avec un portail fermé. Oui, bien fermé. Plusieurs groupes d'enfants à différents endroits de cette cour sont agglutinés ensemble pour former un rang avec un adulte qui crie devant ce rang. Les groupes d'enfants avec un adulte qui crie rentrent dans le bâtiment chacun leur tour. J'ai chaud. En repartant, j'aperçois juste en face de moi, au niveau du portail, un enfant qui me regarde et qui tient les barres en acier de ce portail de ses 2 mains. Ses bouclettes d'un jaune doré décorent le haut de son front. Elle porte une robe d'un rose clair et ses yeux ronds et verts me fixent. « Ah, bonjour toi, je ne t'avais pas vu, lui dis-je. Comment tu t'appelles » Elle ne me répond pas et continue à me fixer. « Sarah, qu'est-ce que tu fais? Viens ici tout de suite !» hurle une voix aiguë venant d'une des portes par laquelle étaient rentrés les groupes d'enfants rangés par 2. La petite fille, soudain apeurée, court comme une flèche en direction de la dame hurlante. De là où je me trouve, je vois la dame hurlante hurler de sa voix aiguë au-dessus de la tête baissée de la petite Sarah. Elle hurle et hurle encore, toujours d'une voix aussi aiguë. « Tu seras punie une fois arrivée en classe, crois-moi, punie !» La petite fille, entourée d'un nuage gris d'éclairs et de colère, passe par la porte du bâtiment, tête baissée. Je quitte cet endroit en pensant au devenir de cette petite Sarah aux bouclettes dorées. Qu'a-t-elle fait d'aussi horrible pour être bombardée de hurlements et de mots empoisonnés? Je ne sais pas. Peut-être que la dame hurlante l'a seulement prise pour décharger toute sa colère. Il parle, j'écoute. Il parle, j'écris. Il parle, parle, parle. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Puis j'écris, j'écris, j'écris.
Il fait des gestes en parlant. Il est en face de nous. J'écris. Nous écrivons. Nous écoutons. Certains regardent le plafond. D'autres discutent entre eux en chuchotant. Il y en a qui dorment assis sur une chaise, tête sur la table, bouche mi-close et mi-ouverte. J'en vois aussi qui tiennent de petits objets noirs et tapotent très vite dessus avec leurs pouces. Moi, j'écris. J'écris. Et j'ai chaud. Il parle, j'écoute. Il parle, j'écris. Ça y est, le cours est fini. Je range les feuilles avec les écrits. Certains continuent à parler. D'autres à bouger très vite leurs pouces sur les petits objets noirs qu'ils tiennent à la main. Il y en a qui se réveillent en sursautant, essuient les coulées de leur bouche en se grattant les yeux et en bâillant. Nous sortons de la salle des cours. Des groupes accourent vers la sortie. Certains se ruent vers des distributeurs, y mettent des pièces métalliques et en ressort à chaque fois un gobelet blanc d'une boisson noire fumante. D'autres recherchent éperdument des objets dans leurs poches en tremblant, les mettent dans la bouche pour en faire ressortir de la fumée. Ils le font plusieurs fois de suite. Voilà déjà quelques jours passés. Des jours où se sont enchaînés des cours dans lesquels on parle, durant lesquels on écoute, durant lesquels on écrit. Parfois où l'on dort, et même où l'on rêve. J'ai chaud. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est un jour pendant lequel on doit rester assis et répondre à des questions sur une feuille avec un stylo pour savoir si l'on a appris et retenu tout ce que les différentes personnes nous ont raconté dans les différentes salles de cours. J'ai chaud. Tout le monde est assis face à des tables et attend. D'autres sont debout à vérifier que tout le monde soit bien assis à sa place. Chacun à sa place. Silence. Des personnes ouvrent une pochette marron et en ressort une multitude de feuilles. Ils en distribuent une à tous ceux qui sont assis. Chacun commence à se pencher sur cette fameuse feuille, stylo tremblant à la main. Il y en a, l'air concentré, qui écrivent. D'autres, l'air embêtés, qui parlent en chuchotant à leurs voisins, puis écrivent, se grattent la tête, regardent autour d'eux et réécrivent. Certains même sortent des morceaux de leur poche, regardent ce qu'il y a dessus, les rangent puis écrivent. Silence. J'ai chaud. Au-dessus de certaines têtes, j'aperçois une fumée qui ondule et se dirige vers le haut. Certains cerveaux sont en ébullition. Au bout d'un moment, les personnes qui avaient distribué les feuilles au début commencent à passer entre les rangs et les reprendre. Il y en a qui écrivent très vite juste avant de rendre leurs feuilles, puis supplient des yeux pour les garder plus longtemps. Ceux qui les ramassent froncent les sourcils et pincent leurs lèvres en leur disant que le temps est fini. Que le temps est fini. Le temps peut-il finir? Le temps est très important ici. Il faut faire vite. Répondre vite aux questions. Ceux qui répondent vite aux questions en donnant la réponse attendue seront récompensés. Ils le savent. C'est pour cela qu'ils sont là. Pour être récompensés. Peu importe les moyens. La fin les justifie. Il faut répondre correctement à ce qu'on nous demande. Correctement. Comme ce qu'on nous a dit de répondre. Alors on répond. Pour que l'on soit récompensé. Récompensé et rassuré. Je me dirige maintenant vers une autre salle. J'ai chaud. Avant d'y pénétrer, j'aperçois une ruée de personnes devant la porte, tous habillés. Habillés de costumes bien taillés, cintrés et repassés. Moi, j'ai toujours un t-shirt troué. Alors ils me regardent. L'un d'eux se dirige vers moi,
Il porte un costume noir et une chemise blanche. Ses cheveux reflètent une sorte de substance brillante et sont maintenus en l'air en pique. Y a plus de papier aux toilettes, me dit-il. Pardon? J'ai dit, y a plus de papier aux toilettes. Faudra en remettre, dit-il en me regardant à peine et en s'apprêtant à repartir. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse qu'il n'y ait plus de papier? Bah, vous êtes bien la femme de ménage, non? C'est à vous à vous en occuper. Quoi? Je ne suis pas du tout la femme de ménage. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites là alors? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Eh bien la même chose que toi. Il s'arrête de parler quelques instants. Il cligne des yeux très vite et me scanne du regard d'un air interrogatif et plein d'incompréhension. Une des personnes qui étaient dans le même groupe l'appelle. Il rejoint son groupe de costumés aux cheveux brillants et en pique. Une feuille est collée à la porte devant laquelle tout ce petit monde attend. Je m'approche. C'est une liste de noms à côté de numéros. C'est l'ordre de passage des personnes qui rentreront dans la salle, car nous ne pouvons pas tous rentrer en même temps. Je repère mon nom. Il se situe en 12e position. J'entends des éclats de rire derrière moi. Je me retourne. C'est le groupe des costumés aux cheveux brillants en pique qui rit. Ils rient en me regardant. Ils se disent des choses aux oreilles, puis rient. J'ai chaud. Je crois qu'ils se moquent. Ils éprouvent du plaisir à rabaisser d'autres personnes pour se sentir forts. Ils éprouvent du plaisir à humilier, surtout en groupe, pour se sentir forts. Ils se moquent de ceux qui ne semblent pas être comme eux, en apparence. Peut-être que l'on s'est déjà moqué d'eux, alors ils font la même chose. Peut-être qu'ils ont été humiliés, alors refont la même chose. Peut-être qu'ils refont ce qu'ils ont subi, vu ou entendu, en croyant que c'est normal. Sans réfléchir parce qu'ils l'ont subi, alors c'est normal. Sans réfléchir parce qu'ils l'ont vu, alors c'est normal. Sans réfléchir parce qu'ils l'ont entendu, alors c'est normal. Numéro 12, Soussou! Hurle une voix grave et autoritaire. Je rejoins la porte d'où émerge la voix. Voici votre sujet. Vous avez 10 minutes pour le préparer. 10 minutes. Le temps est important ici. Très important. Au moment où je m'apprête à répondre aux questions oralement, debout et face au vieux monsieur assis, il lève la tête vers moi. Sa bouche forme un arc de cercle dont les extrémités sont tournées vers le bas. Ses yeux aussi. La surface de la peau de son visage rond et rose est une montagne à différents dénivelés. Il porte une sorte de voile noir et léger à cravate blanche. Il est là pour décider si je serai récompensée ou non. À lui seul. Seuls ceux qui ont été récompensés et qui sont passés par plusieurs étapes peuvent à leur tour décider si d'autres peuvent être récompensés. Il me regarde de haut en bas, puis de bas en haut. Son regard est méprisant, plein de dégoût. C'est comme s'il voulait que je n'existe pas. Mais pourquoi? Quelle en est la raison? Je ne sais pas. Il me pose des questions, je réponds. Il me pose d'autres questions, je réponds. Il note des choses sur sa feuille. Vous sortez du contexte là, mademoiselle. Il faut reprendre ce que l'on vous a dit en cours. Balance-t-il avec dégoût en tordant sa bouche déjà tordue. Je voulais amener une analyse dont les hypothèses de base sont différentes, donc... Mais bon sang, on vous demande pas du tout de relativiser et remettre en cause tout et tout le temps. Appliquez ce qu'on vous demande et qui existe, hurle-t-il. Mais il n'y a pas de mais. Sortez! Ses yeux sortent de ses orbites, ses cheveux gris se hérissent. Son visage rose rougit et sa bave mitraille les feuilles sur lesquelles il écrit. J'ai chaud. Sur le chemin que je parcours,
Je rencontre de multitudes d'endroits fleuris. Des pelouses bien rasses sur lesquelles tentent de régner quelques arbustes, plantes vivaces, annuelles ou biannuelles. Il y a de magnifiques fleurs que l'on a plantées de manière ordonnée. Rouge, orange, jaune, blanche, bleu. Rouge, orange, jaune, blanche, bleu. Toujours dans le même ordre et en rang. Bien ordonnées et rangées. Il y a des pelouses bien rases sans rien dessus. Seulement des lignes droites blanches tracées. Tiens, un groupe d'enfants commence à investir une pelouse toute rasée. Quelques-uns ont des ballons de forme ronde et se le passent aux pieds. Il y a certains avec une tenue blanche et bleue identique et d'autres rouge et noire. C'est comme si dans tout le groupe d'enfants il y avait deux groupes, ceux qui ont une tenue blanche et bleue et ceux qui ont une tenue rouge et noire. Maintenant, il ne reste qu'un seul ballon. Le groupe des bleus-blancs se passe le ballon entre eux et c'est comme si l'autre groupe des rouges-noirs ne voulait pas. Ils essayent de reprendre le ballon, se poussent, se font tomber et courent très vite, ballon au pied. Un des enfants des blancs-bleus arrête de courir, va sur le côté et se fait remplacer par un autre blanc-bleu. Il s'assoit par terre, tête baissée. Il a l'air triste. Je m'approche doucement de cet enfant. Sur le dos de son t-shirt est imprimé le chiffre 1 et 0. C'est le nombre 10. Je remarque des bouclettes dorées qui décorent son crâne. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mais... Sarah ? Mais oui, c'est elle. C'est la petite fille de l'autre jour. Celle qui me fixait derrière un portail fermé et qui s'était faite poser un nuage noir de colère et de hurlements par la dame hurlante. Bonjour Sarah, tu te souviens de moi ? Sarounette la bouclette tourne sa tête vers moi. Ses yeux verts sont éteints et tristes. Elle me fixe, puis me sourit. Il lui manque 2 dents devant. Oui, me dit-elle d'une petite voix douce. Mais que fais-tu là ? Qu'est-ce qui te rend triste comme ça ? Je voulais juste jouer au foot, mais les garçons me disent que ce n'est pas pour les filles. Ils ne veulent pas jouer avec moi. Ah bon ? m'étonnai-je. Pourquoi disent-ils cela ? Je ne sais pas. En plus, ce n'est même pas vrai. Je suis la meilleure au goal et en plus, je cours plus vite que Nolan et Alexis. Alors pourquoi disent-ils ça ? Je ne sais pas. Parce qu'ils sont idiots, répond-elle en fronçant les sourcils. Allez, Sarah, n'écoute pas ce qu'ils disent. Moi, je sais que tu arriveras. Tu en es largement capable. Et ce n'est pas à eux de décider si tu peux jouer ou non. Seul toi peux le faire, Sarounette. Elle me fixe. Je lui souris. Je lui envoie par ma pensée une grande force bienveillante. Elle la reçoit instantanément et ses yeux s'illuminent. Sa tête se redresse, son corps se lève, et je la vois bondir vers la pelouse en direction des 2 groupes d'enfants. Sarounette la bouclette n'est plus entourée d'un nuage gris de colère, mais de tourbillons d'énergie explosive. Elle court vers le ballon. Tous les autres enfants sont éjectés sur son passage de par l'énergie qu'elle émet. Le ballon s'imprègne de ses pieds. Elle court. Droite à gauche. Un des enfants du groupe des rouges-noirs tente de le lui enlever des pieds, mais elle fait un saut périlleux de 2,50 m, récupère la balle dans son envol et repart en courant. Cours, Sarounette la bouclette. Abreuve-nous de l'ondulation de tes mises en plette, pour que nous puissions sentir et voir ta vraie facette. Cours, merveille éternelle. Nourris-nous de cette énergie sempiternelle pour que nous puissions à jamais te voir belle. Soudain, Sarounette met une frappe d'une énergie explosive du pied droit dans le ballon. Le ballon se déforme,
se déforme en laissant une trace derrière lui, comme s'il pénétrait un mur invisible d'une énorme force. Il atterrit droit dans un filet. Voici maintenant Sarounette la bouclette qui lève les bras et crie de joie. Elle crie et rit aux éclats. Sa voix résonne et fait écho aux vibrations qu'elle émet. Son visage rayonne et des éclairs multicolores fusent de ses yeux verts. Je suis fière de toi, Sarounette la bouclette, car tu es enfin toi. Tu as réussi, malgré ce que l'on dit de toi. Laisse-les. Laisse-les parler, Sarah. Laisse-les croire que tu ne sais pas et avance. Cours, saute, vole. Vole, Sarah. Envole-toi. Les nuages sont là, devant toi. Ils te porteront, où que tu ailles. Je repars, sereine, le cœur rempli d'émoi. Mon nom n'y figure pas. Je cherche, il cherche, nous cherchons. Des yeux larmoient, des cœurs battent, des nerfs s'électrifient, des bouches s'ouvrent, des glottes dansent. Mon nom n'y figure pas. Je cherche, il cherche. J'arrête de chercher. Mon nom n'est pas inscrit sur la liste des récompensés, la liste des chercheurs de carottes orangées. Il y a ceux qui ferment les poings et plient les bras parallèlement au sol en criant « Yes !» Cela signifie « oui » en anglais. Ils ont repéré leur nom sur la liste. Il y a ceux qui crient, qui s'arrachent les cheveux et tapent le sol de leurs pieds. Ils n'ont pas repéré leur nom sur leur liste. Il y a ceux qui prennent leurs camarades dans les bras en sautant pieds joints et en riant. Ceux-là ont repéré leur nom sur la liste. Il y a ceux qui baissent la tête et les épaules en inondant le sol de leurs larmes ovales et gigantesques. Ils n'ont pas repéré leur nom sur la liste. Il y a ceux qui n'ont aucune expression. Aucune. On aurait dit que leur visage est une photo en 3 dimensions. Ils clignotent de temps à autre les yeux, à intervalles réguliers. Mais mis à part ça, rien. Mon nom ne figure pas sur la liste des récompensés. Des récompensés aux carottes orangées. Je n'ai pas su répondre aux questions comme il fallait, alors je n'ai pas été récompensée. Et si on n'est pas récompensé, qu'est-ce qu'on fait? Est-on rejeté? Est-on banni à jamais? Est-on relayé au clan des marginalisés, des exploités, des strates fouettées, des dominés? Dominés par ceux qui décident des récompenses, qui décident ce que l'on doit apprendre. Que doit-on apprendre? Que doit-on vraiment apprendre dans des bâtiments fermés au sol bitumé et aux grillages verrouillés? Apprendre quoi? Et pourquoi? Pour faire plaisir aux carottes orangées? Aux messieurs qui ne veulent pas écouter des réponses différentes de celles qu'ils attendent? Que faire? Doit-on accepter? Renoncer? Pourquoi? Pourquoi faire? Pour des carottes orangées? Et si nous n'aimons pas le goût des carottes, nous empêchera-t-on de cultiver d'autres légumes? Des légumes aux couleurs et variétés diversifiées? Ne veut-on que l'on goûte uniquement à une seule variété? Uniformiser les pensées pour que l'on accepte de se tenir en rang, 2 par 2, avec une dame hurlante et un portail fermé. Je refuse de croire en ces inepties. Je le sais, je le sens. J'en ai assez de ces carottes que je n'aurai jamais. D'ailleurs, je sais que plein d'autres variétés m'attendent ailleurs qu'ici. En repartant de cet endroit, j'ai chaud. Je passe par une grande place où se bousculent des dizaines et dizaines de personnes. Il y a des tentes blanches ouvertes sur les côtés, sous lesquelles crient des messieurs. Il y a plein de tentes. On y vend des quantités et quantités de fruits,
légumes, céréales, pain, fromage, poissons. Il y a même des endroits où l'on vend des tissus, des vêtements et des accessoires de décoration. Plein de vêtements. Des odeurs viennent nous chatouiller le nez de partout. Des couleurs viennent nous absorber les yeux de partout. Chez celui-ci, des dizaines et dizaines de variétés de tomates, toutes différentes les unes que les autres. Des jaunes, oranges, rouges, ovales. Il y en a qui sont en forme de cerise et d'autres en poire. Chez celui-là, ce sont des pommes de toutes les couleurs et formes. Il y a même un marchand de carottes. Des carottes orangées, mais aussi des carottes blanches, des jaunes, des violettes, des longues, des moins longues et même des rondes. Une grande variété de plein de légumes, de fruits et de nourriture. Sur un stand, je vois plein de bijoux. Ce sont des bracelets aux couleurs et formes tous différents les uns des autres. Certains multicolores, d'autres avec des perles. Il y a un bracelet qui me plaît. Il est marron et orné d'une pierre précieuse de couleur verte. Je m'apprête à demander le nom de cette pierre au marchand et le marchand n'est autre que Sarounette la bouclette. Sarounette la bouclette qui vend des bracelets sur un marché. Elle me fixe en souriant. Je lui souris aussi. Je suis très contente de la voir. Elle aussi. Sarounette, lui dis-je, c'est toi qui fais les bracelets? Bien sûr, me répond-elle. Je les fais moi-même de mes propres mains. Tu as plein de talents cachés, ma Sarounette. Dis-moi, ce bracelet me plaît bien. Quel est le nom de la pierre verte que tu as accrochée dessus? C'est de la chrysocole, une très jolie pierre précieuse réputée pour absorber les énergies négatives. Oh, il me plaît beaucoup. Je te l'achète. Je le mets autour de mon poignet gauche. Je salue Sarounette la bouclette et continue à flâner au cœur de ce petit marché. Je rencontre des dizaines d'autres stands et entends des langues différentes parler, chanter et même crier. Une grande variété d'odeurs, une grande variété de couleurs. Le marché est maintenant fini. En rebroussant chemin, je me rends compte que je n'ai plus chaud. Je regarde le bracelet de Sarounette. Il a l'air plus brillant que tout à l'heure. Y est-il pour quelque chose? Je ne sais pas, et je continue mon chemin. Fin. C'était Un long chemin à parcourir. Tome 4. Soussou chez le médecin et Soussou à l'école. Écrit par Soraya Ahmeg, lu par Soraya Ahmeg.